On peut détruire ces États. Un État comme Abu Dhabi, par exemple, pourrait être ravagé. Les Iraniens disposent ici d'options très sérieuses. Si la question se tourne vers Israël, je ne pense pas que l'Iran puisse faire la même chose à Israël de la même manière. Mais à mesure que le temps passe et à mesure que les Israéliens épuisent leurs intercepteurs défensifs, ces intercepteurs capables d'abattre les missiles balistiques entrants, l'ampleur des dégâts que l'Iran peut infliger à Israël deviendra très importante. On voit déjà des signes montrant que les Iraniens pilonnent Israël et ce pilonnage deviendra plus intense avec le temps. C'est pourquoi il est si évident que les Iraniens disposent de véritables options. L'idée selon laquelle nous aurions la domination de l'escalade et que nous pourrions battre les Iraniens à mesure que nous gravissons l'échelle de l'escalade est un argument fallacieux. Ils ont d'une certaine façon une capacité de destruction assurée. Ils pourraient détruire les États du Golfe et cela aurait un effet profond sur l'économie mondiale. Le président Trump et ses conseillers ont sûrement commencé à s'en rendre compte et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils cherchent maintenant une porte de sortie. Mais la question devient alors, comment trouver cette porte de sortie? Je ne pense pas qu'il y en ait une à ce stade. Je pense qu'ils vont escalader et qu'ils croiront que l'escalade réglera le problème. Cela ramène au point, concernant ce que Pete Hegseth dit au sujet d'aujourd'hui, mardi, présenté comme le jour où les États-Unis infligeront aux Iraniens la punition la plus lourde qu'ils leur aient infligée jusqu'ici. Une fois que les États-Unis commencent à gravir l'échelle de l'escalade, la question revient immédiatement à ce que les Iraniens peuvent faire s'ils gravissent eux aussi cette échelle. Le point essentiel est qu'ils pourraient infliger des dommages massifs aux États du Golfe. Ils ont des options et ils peuvent causer des dommages considérables à l'économie internationale. Gravir l'échelle de l'escalade ne produira pas un résultat satisfaisant pour les États-Unis ni pour Israël. Cela devient encore plus étrange quand on considère à quel point les États du Golfe sont vulnérables à cause de leurs usines de dessalement. Il est étrange que les États-Unis choisissent d'escalader en attaquant une usine de dessalement en Iran, parce que l'Iran peut maintenant riposter par les mêmes moyens sans être perçu comme l'agresseur principal en ayant essentiellement un alibi pour le faire. L'attaque ou la suspension possible du commerce de l'énergie est extrêmement importante. Beaucoup de gens soulignent que cela est lié à l'ensemble du système financier international par l'intermédiaire du pétrodollar. Cela semble aussi être l'un des domaines où l'administration Trump est inquiète. L'administration affirme maintenant que si l'Iran tente de bloquer le détroit d'Ormuz, alors, selon la propre déclaration de Trump, les États-Unis frapperont l'Iran 20 fois plus fort. Macron dit aussi que la France viendra aider défensivement, d'une manière ou d'une autre, à rouvrir le détroit d'Ormuz. L'aspect énergétique est donc central dans toute cette crise. La dimension énergétique est d'une importance énorme. De 20% du pétrole et du gaz de la planète sortent du Golfe Persique. Cela compte énormément et tout le monde comprend que si cela se transforme en longue guerre, les conséquences seront désastreuses pour l'économie mondiale. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le président Trump cherche une porte de sortie. Il aime parler de rouvrir le détroit d'Ormuz, mais si c'était facile, cela aurait déjà été fait. Je ne pense pas que les États-Unis puissent rouvrir le détroit d'Ormuz. Il n'y a pas si longtemps, le président Trump parlait d'escorter des pétroliers dans le Golfe Persique, et la marine lui a essentiellement dit que ce n'était pas possible. Ces navires américains seraient trop vulnérables. Je ne pense donc pas qu'ils puissent rouvrir le détroit. L'autre chose à garder en tête, c'est que si l'Iran détruit effectivement les infrastructures pétrolières des États du Golfe, peu importe que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou non, parce qu'il n'y aura plus de pétrole qui sortira du détroit d'Ormuz. Si l'Iran détruit les usines de dessalement et les installations pétrolières des États du Golfe, il ne restera effectivement plus d'États du Golfe. Les Iraniens ont des options. Ils peuvent jouer dur et les conséquences seraient dévastatrices pour les États du Golfe. Dans ce cas, peu importe que le détroit soit ouvert ou non. Mais je ne pense pas que les États-Unis rouvriront le détroit de toute façon. Je ne pense pas non plus que des navires de guerre américains seront envoyés dans le Golfe Persique. Dans un sens très important, les Iraniens sont aux commandes. Cette question doit aussi être comprise historiquement, surtout en relation avec la domination de l'escalade, la puissance aérienne et la décapitation. Si l'on revient à la période précédant la Première Guerre mondiale, les guerres n'avaient pas de dimension aérienne. Les guerres étaient menées entre armées et marines. C'est pendant la Première Guerre mondiale que les forces aériennes ont été utilisées pour la première fois par les forces combattantes en Europe. Puis, après la guerre, dans les années 1920 et 1930, avant la Seconde Guerre mondiale, des forces aériennes indépendantes se sont développées et ces forces aériennes se sont beaucoup intéressées aux bombardements stratégiques.
Le bombardement stratégique est une autre façon de dire bombardement à longue portée. L'idée populaire dans les forces aériennes du monde et parmi les théoriciens de l'aviation militaire était qu'une force aérienne pouvait à elle seule gagner une guerre de manière indépendante. Autrement dit, il ne serait plus nécessaire de gagner cette guerre au sol ou en mer. Il suffirait de prendre sa force aérienne et de frapper le territoire de l'autre pays. On pourrait frapper son économie, sa population, ses forces militaires ou toute autre cible importante. On pourrait mettre ce pays à genoux avec la seule puissance aérienne. D'une manière très importante, cette théorie a été testée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été testée à de nombreuses reprises depuis. Il existe encore des gens qui croient que l'on peut accomplir des choses magiques avec la puissance aérienne stratégique, ce qui signifie, encore une fois, avec la seule puissance aérienne. Mais le fait est qu'il existe de vraies limites à ce que la puissance aérienne peut accomplir. Il ne fait aucun doute qu'une force aérienne puissante est nécessaire en temps de guerre. Il ne fait également aucun doute que, dans certains cas, le bombardement stratégique aide à gagner une guerre. Mais la puissance aérienne stratégique, à elle seule, ne peut pas gagner une guerre. Elle ne le peut tout simplement pas. Le bilan historique est parfaitement clair à ce sujet. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak en 2003, ils ont évidemment utilisé la puissance aérienne. Shock and awe. C'était l'US Air Force qui pilonnait l'Irak avant l'envoi des forces terrestres. Le bombardement stratégique a précédé l'entrée des troupes au sol, mais pour provoquer un changement de régime et remporter une victoire décisive en Irak, les États-Unis ont dû utiliser la puissance terrestre. Ils ont dû envoyer des forces au sol. Ils ne pouvaient pas le faire uniquement avec la puissance aérienne. Avançons jusqu'au présent. Nous sommes face à une campagne où il n'y a pas de troupes au sol, il n'y a pas de puissance terrestre. Et les États-Unis parlent de le faire uniquement avec la puissance aérienne. Ils parlent de le faire avec le bombardement stratégique. C'est ce que signifiait la stratégie de décapitation dans les premières étapes de la guerre. Et lorsque les gens parlent maintenant de gravir l'échelle de l'escalade, lorsque Pete Hegseth annonce que les États-Unis vont punir l'Iran aujourd'hui, plus qu'ils ne l'ont fait au cours des 11 jours précédents, ce qu'ils disent réellement, c'est qu'ils vont gagner cette guerre avec la puissance aérienne stratégique, avec la seule puissance aérienne. Ils disent que les forces terrestres ne sont pas nécessaires. Mais le bilan historique, encore une fois, est parfaitement clair. On ne peut pas gagner des guerres, surtout contre des adversaires redoutables, avec la seule puissance aérienne. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Nous voici donc dans un monde où il n'y a pas de troupes au sol et où le président Trump ne veut pas déployer de troupes au sol, je veux dire de véritables troupes au sol. Les États-Unis vont-ils conquérir l'Iran comme ils ont conquis l'Irak? Je ne le pense pas. Le résultat, c'est qu'ils s'appuient uniquement sur la puissance aérienne stratégique. Que vont-ils faire? Ils vont punir l'Iran comme il n'a jamais été puni auparavant. Cela ne fait aucun doute. Si les forces aériennes américaines et israéliennes sont lâchées contre l'Iran, elles vont accomplir énormément de choses. Elles vont infliger une punition énorme et causer des dommages considérables à l'Iran. Cela ne fait aucun doute. Mais encore une fois, le bilan historique montre clairement que les pays peuvent absorber cette punition. Regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce qui s'est passé en Corée. Regardez ce qui s'est passé au Vietnam. On peut infliger des souffrances massives aux populations civiles et les pays continuent de se battre. En ce qui concerne les cibles militaires, les États-Unis et Israël ne réussiront pas à éliminer tous ces missiles balistiques et ces drones. L'Iran continuera de tirer des missiles balistiques et des drones contre Israël, contre les États du Golfe et contre les actifs militaires américains. Le bombardement stratégique ne produira vraisemblablement pas une victoire décisive ici, sauf miracle. Je ne crois pas au miracle. J'espère me tromper et j'espère que cette guerre prendra fin, mais je ne pense pas que cela se produira. Le bilan historique est de mon côté. Alors, lorsque Pete Hegseth et le président Trump parlent de domination de l'escalade et de pilonner l'Iran plus que jamais, il n'y a aucune raison de croire que cela va fonctionner. Cela n'a pas fonctionné dans le passé et il n'y a aucune raison de penser que cela fonctionnera maintenant. Cela crée le problème plus profond de savoir comment mettre fin à une guerre une fois qu'elle commence. Otto von Bismarck a avancé une idée selon laquelle il était facile de faire sortir l'ours russe de sa tanière, mais difficile de l'y faire rentrer. On peut dire la même chose des Iraniens ici. Ils ne voulaient pas cette guerre, mais maintenant qu'elle est là, il est très dangereux pour eux qu'elle se termine selon des conditions qui permettraient à toute l'affaire de se reproduire, encore une fois, sans établir trop de parallèles avec les Russes, restaurer leur dissuasion maintenant et faire en sorte que personne ne reprenne ce chemin est devenu un objectif central pour l'Iran. La comparaison avec l'Irak montre aussi à quel point la réflexion a été irréaliste.
Même si des troupes au sol étaient introduites, l'Iran représente presque 4 fois le territoire de l'Irak et compte presque 2 fois sa population. C'est un pays immense. L'idée selon laquelle l'introduction de quelques forces kurdes permettrait d'une manière ou d'une autre de renverser ce pays est étrange. De telles forces pourraient probablement contribuer de façon importante à perturber et à détruire certaines choses, mais si l'objectif est autre chose que provoquer la mort et le chaos, alors cet objectif reste flou. Cela semble être la source de l'erreur de calcul, l'idée qu'un pays puisse subir un changement de régime uniquement par l'intermédiaire d'une force aérienne. Il devait y avoir un plan, et ce plan semble avoir été le changement de régime. En Norvège, un responsable politique de l'un des partis est même allé écrire sur Facebook ou Twitter que le régime iranien était maintenant tombé parce que Khamenei avait été assassiné, c'était censé être réglé, le gouvernement était terminé. Cela reflète une façon de penser selon laquelle il y aurait un seul mauvais homme. Et si ce mauvais homme est tué, alors le régime disparaît. Il est très difficile d'accepter à quel point ce serait remarquablement stupide si c'est réellement ce raisonnement qui prévaut. Le fait que des dirigeants politiques pensent et communiquent ainsi donne l'impression que personne ne tient le volant. La stratégie initiale était la décapitation. Si la décapitation ne fonctionnait pas, la croyance semble avoir été que l'Iran pourrait être puni de manière à le pousser à lever les bras et à se rendre. Les États-Unis croyaient qu'ils auraient la domination de l'escalade. C'est une autre façon de dire qu'ils pensaient pouvoir le faire uniquement avec la puissance aérienne. Fait très important, l'administration avait été avertie par des initiés, 2 groupes distincts d'initiés avant la guerre, que cela avait peu de chances de fonctionner. Le général Ken, président du comité des chefs d'état-major interarmés, avait été choisi personnellement par le président Trump pour occuper ce poste. Trump l'avait fait sortir de sa retraite. Il n'avait été qu'un général 3 étoiles. Trump l'a fait sortir de sa retraite, l'a promu général 4 étoiles et l'a nommé président du comité des chefs d'état-major interarmés. Il était donc, dans un sens très important, le général de Trump. À son honneur, le général Kane a dit au président Trump que les États-Unis ne disposaient pas d'une option militaire viable. C'était avant le 28 février. Par ailleurs, le National Intelligence Council, qui est distinct du général Kane, a réalisé une étude avant la guerre affirmant que les États-Unis avaient peu de chances d'obtenir un changement de régime et de mettre rapidement fin à cette guerre. Il s'agissait d'une analyse rigoureuse menée par le National Intelligence Council par des initiés. Il y avait donc 2 voyants orange clignotants, sinon rouges, juste sous les yeux du président, et il les a tout simplement ignorés. Il existe aussi une vaste littérature sur les guerres aériennes, les sanctions et les changements de régime que tout le monde peut facilement consulter pour en comprendre les conclusions de base. Ce n'est pas une littérature complexe, en ce sens que presque tout le monde s'accorde à dire que la puissance aérienne, seule ou le bombardement stratégique, ne gagne pas les guerres. Les sanctions ont de vraies limites. Le changement de régime est extrêmement difficile. D'abord, il est presque impossible sans force terrestre, mais même avec des forces terrestres, tout le processus est extrêmement difficile. La littérature est parfaitement claire à ce sujet. Donc, si l'on combine ce que l'on sait grâce aux analyses précédentes des universitaires et des spécialistes des politiques publiques, avec le fait que le général Ken et le National Intelligence Council ont averti le président de ne pas le faire, et avec le fait que seulement 20% du peuple américain approuvait cette guerre alors que le reste ne l'approuvait pas, la décision devient tout à fait remarquable. Seulement 20% des Américains étaient enthousiastes à propos de cette guerre. Les 80% restants s'y opposaient ou n'étaient pas certains. Entrer en guerre dans de telles circonstances est extraordinaire. Cela pousse à se demander ce que Trump pensait et comment il a pu faire cela. Lorsque nous regardons où nous en sommes aujourd'hui, à la lumière de tout cela, il n'est guère surprenant que les États-Unis se retrouvent dans un véritable gâchis et qu'il n'y ait aucune voie apparente pour s'en sortir. Ce qui se passe maintenant est conforme au bilan historique. Il y a une autre dimension à cela. La guerre de 12 jours de juin dernier, la guerre de 12 jours entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Ce sont les Israéliens et les Américains et non les Iraniens qui ont voulu mettre fin à cette guerre après 12 jours. La décapitation n'a pas fonctionné dans cette guerre. Les États-Unis n'avaient pas la domination de l'escalade dans cette guerre. Quelle preuve supplémentaire fallait-il avant le 28 février pour montrer que c'était une mauvaise idée? Néanmoins, Trump s'est lancé avec Netanyahou qui le poussait et lui promettait une victoire rapide. Et nous voici. Le fait que cette guerre ait déjà eu lieu en juin dernier pendant 12 jours rend la situation encore plus extraordinaire. Elle avait produit les mêmes problèmes. La pénurie d'armes était un problème central. C'est pourquoi il avait fallu y mettre fin. Et comme cela ne concernait alors qu'Israël, l'Iran était plus disposé à y mettre fin.
Mais il est surprenant que les États-Unis ne se soient pas préparés plus sérieusement à cette guerre et n'aient pas eu davantage d'armes. Il semble qu'ils ne se soient préparés que pour quelques semaines au maximum. Peut-être l'hypothèse était telle que si cela ne fonctionnait pas, les États-Unis pourraient simplement interrompre l'opération après 12 jours comme la dernière fois. Cette hypothèse repose sur l'idée que le président Trump est un penseur rationnel et logique. Elle suppose qu'il mène le type d'analyse rigoureuse qui devrait être menée avant d'entraîner un pays dans une guerre. Mais ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. L'écouter parler montre clairement qu'il a dans la tête toutes sortes d'images qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Il dit constamment des choses qui sont tout simplement fausses. Cela aide à expliquer pourquoi il fait des choses insensées. Il a récemment affirmé que l'Iran possède des armes qui ne sont pas précises du tout, que toutes ces armes sont imprécises. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'Iran possède des missiles balistiques et des drones qui sont très précis. Tous les missiles balistiques ne sont certainement pas très précis, mais beaucoup le sont, et presque tous les drones le sont. Dire que l'Iran dispose d'un arsenal composé uniquement d'armes imprécises est une chose insensée à dire. Il a aussi fait le commentaire extravagant selon lequel l'Iran possède des missiles Tomahawk. Il n'y a aucune façon que l'Iran possède des missiles Tomahawk. Comment peut-il dire cela ? Il raconte ensuite que les États-Unis ont décimé l'an dernier les capacités nucléaires de l'Iran et les ont pratiquement effacées de la carte, mais il apparaît maintenant que ce n'était pas vrai. L'uranium enrichi à 60% que l'Iran possédait avant le début de la guerre de 12 jours, avant que les États-Unis ne bombardent ces sites nucléaires iraniens d'une importance critique le 22 juin 2025 est toujours là. Les États-Unis ne l'ont pas détruit, mais il a affirmé qu'il l'avait fait. Il n'est donc jamais clair exactement ce qu'il pense, mais il semble évident que beaucoup des images qu'il a en tête ne correspondent pas à la réalité. Dans ces circonstances, il est compréhensible qu'il ait pu être embobiné par quelqu'un comme le Premier ministre Netanyahou et amené à croire qu'il pouvait remporter une victoire rapide et décisive. S'il y a une personne qui lui disait que tout allait se dérouler de façon magique et que tout le monde vivrait heureux après une rapide victoire militaire contre l'Iran, c'était le Premier ministre Netanyahou. Netanyahou affirme depuis longtemps que le régime iranien est vulnérable et qu'il suffirait de le frapper durement. Il s'effondrerait alors et des dirigeants apparemment plus modérés prendraient le pouvoir en Iran, des dirigeants prêts à être soumis aux États-Unis et à Israël. Mais les États-Unis et Israël devaient simplement montrer qu'ils avaient le courage de vraiment frapper l'Iran durement et de poursuivre une stratégie de changement de régime. Netanyahou, depuis Dieu sait combien de temps, essayait d'amener les États-Unis à faire cela. Il tentait d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran en promettant qu'elle produirait une grande victoire. Mais tous les présidents avant Trump, y compris le président Biden, avaient évité de tomber dans ce piège parce qu'ils comprenaient tous que c'était un piège et que les États-Unis ne remporteraient pas une victoire rapide et décisive. Il semble que le Premier ministre Netanyahou ait embobiné le président Trump, l'ait convaincu que les États-Unis remporteraient une victoire rapide et décisive, et cette victoire rapide et décisive n'a pas eu lieu. Une autre grande ironie est tout l'argument selon lequel les Iraniens seraient un acteur irrationnel, alors qu'en même temps une rhétorique déséquilibrée provient de la Maison-Blanche. Au cours des dernières 24 heures seulement, il y a eu l'affirmation de Trump selon laquelle les Iraniens auraient dit à Witkoff qu'ils insisteraient pour développer des armes nucléaires quoi qu'il arrive, que l'Iran allait prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient si les États-Unis n'avaient pas attaqué en premier, et qu'il ne restait peu être que 3 jours avant que les Iraniens n'attaquent les États-Unis. Puis il y a eu l'attaque contre l'école de filles qui a tué 160 filles, dont beaucoup étaient très jeunes, certaines apparemment âgées de 8 à 10 ans. L'hypothèse raisonnable était qu'il s'agissait d'une erreur. Espérons que personne ne cible et ne tue délibérément 160 jeunes filles. Mais les affirmations qui ont suivi sont difficiles à comprendre. D'abord, il a été affirmé qu'il s'agissait d'un missile iranien. Puis, il s'est avéré que c'était un Tomahawk. L'administration s'est ensuite éloignée de l'idée que l'Iran avait tué ses filles par ses propres moyens et s'est tournée vers l'idée que l'Iran aurait pu posséder un Tomahawk. Normalement, personne d'autre dans l'administration ne sortirait une déclaration aussi absurde. Les gouvernements mentent toujours, tous les gouvernements, mais cela atteint un autre niveau, au point que la crédibilité non seulement de Trump, mais aussi des États-Unis pourrait être en jeu. La crédibilité peut être un actif immatériel, mais elle reste vitale. Si l'on regarde à la fois l'Iran et la Russie, que l'on aime ou non les régimes de ces deux pays, les dirigeants de ces pays semblent rationnels et logiques, et ils pensent de manière stratégique. Dans le cas de la Russie, cela signifie Poutine. Dans le cas de l'Iran, cela signifie l'ayatollah Khamenei et maintenant son fils. Les éléments disponibles suggèrent que ces régimes sont rationnels et stratégiques. Poutine, par exemple, est un stratège de tout premier ordre.
L'idée qu'il serait une sorte d'imbécile coupé de la réalité n'a aucun sens. On n'a pas besoin d'aimer ce qu'il fait. On peut penser qu'il a eu tort d'envahir l'Ukraine. Mais il pense de manière très logique et possède un esprit stratégique puissant. Le même point s'applique aux Iraniens. Quand on écoute le ministre iranien des Affaires étrangères parler, c'est une personne impressionnante. Encore une fois, on n'a pas besoin d'aimer le régime iranien et on peut considérer l'Iran comme un adversaire. Mais lorsqu'on est en guerre et que l'on essaie d'évaluer l'autre camp, il est très important de le faire de manière rationnelle et logique. Si l'autre camp est intelligent et habile, il faut reconnaître ce fait et en tenir compte au moment d'élaborer des plans pour traiter avec cet adversaire. Les États-Unis, lorsqu'ils traitent avec la Russie, la Chine et l'Iran, font face à des dirigeants qui sont intelligents et qui savent penser stratégiquement. Mais quand on regarde les Européens et les Américains, surtout le président Trump et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, et qu'on les écoute parler, il n'est pas clair que ces gens comprennent les bases de la stratégie. Il n'est pas clair qu'ils agissent de manière rationnelle et logique. Il est parfois effrayant d'entendre le président Trump parler d'un sujet particulier parce que les choses qu'il dit sont tout simplement fausses. Le point concernant les missiles Tomahawk que posséderait l'Iran n'est même pas un argument plausible, sans parler du fait qu'il est faux. Il raconte constamment des histoires de ce genre. Quand on regarde notre côté de l'équation, le tableau n'est pas très beau. Cela rejoint directement le sujet du mensonge en politique internationale, y compris les arguments développés dans Why Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics. L'un des arguments principaux est qu'il y a souvent davantage de mensonges venant des démocraties libérales. C'est important parce que la propagande est souvent présentée comme quelque chose qui vient simplement des États autoritaires. Mais si l'on revient à Walter Lippmann, Edward Bernays et aux premiers chercheurs sur la propagande, ils ont tous souligné que si un pays est une démocratie libérale, alors la souveraineté a essentiellement été transférée au peuple. Il devient davantage nécessaire de gérer les masses, et donc la demande de propagande augmente. Pourtant, le concept même de propagande a été propagandisé pour ne désigner que ce que font les autres. Les récits qui circulent aujourd'hui dans les médias dépassent l'entendement. Ils ne sont pas crédibles. Dans le livre sur le mensonge, l'une des choses qui devient claire est qu'il n'y a pas beaucoup de mensonges racontés par les États à d'autres États. L'une des raisons est que si un État ment tout le temps, le mensonge devient un outil inefficace. Le mensonge ne fonctionne que lorsque l'autre camp soupçonne que l'on pourrait dire la vérité. Si quelqu'un est un menteur habituel, mentir est une perte de temps. Il était en fait choquant de découvrir, et beaucoup d'auditoires ont refusé de croire cet argument, que les États ne se mentent pas beaucoup entre eux. L'argument est qu'il y a plus de mensonges de la part des dirigeants d'État à leur propre public, qu'il n'y a de cas de dirigeants d'État mentant à d'autres dirigeants. C'est contre-intuitif et difficile à accepter au départ, mais la logique est claire. Dans les démocraties, les dirigeants sont plus susceptibles de mentir que dans les autocraties, pour les raisons déjà exposées. Il existe donc de nombreux cas de présidents qui mentent au public. Ce livre a été écrit avant le président Trump, ce qui soulève la question de savoir comment le président Trump s'inscrit dans ce cadre. Premièrement, le président Trump ne ment pas dans de nombreuses occasions, parce qu'il croit réellement ce qu'il dit, ce qui est plus inquiétant que s'il mentait. Il semble vraiment croire beaucoup des déclarations qu'il fait, même si elles ressemblent très peu à la réalité. Il ne serait pas surprenant qu'il croie que l'Iran possède des missiles Tomahawk. Il a beaucoup de fausses croyances profondément ancrées dans son esprit. Deuxièmement, il raconte bel et bien beaucoup de mensonges. On pourrait soutenir qu'il ment presque tout le temps. Il raconte constamment des mensonges, mais ces mensonges sont inefficaces parce que tout le monde comprend qu'il ment. Il dit simplement ce qu'il pense. Il peut croire certaines de ces choses, et s'il y croit, alors ce ne sont pas des mensonges, mais à d'autres occasions, il dit des choses qu'il doit savoir fausses. Le fait qu'il raconte autant de mensonges signifie que le mensonge n'est pas un instrument efficace pour lui. Le mensonge n'est efficace que lorsque les gens pensent que la personne qui parle dit la vérité ou ne va pas mentir. Si deux personnes ont une relation personnelle qui dure depuis 25 ans, qu'elles ont eu un très grand nombre d'interactions et que l'une a toujours été honnête avec l'autre, il devient facile pour cette personne de mentir parce que la confiance a été construite et que l'autre a baissé sa garde. Mais si deux personnes ont eu affaire l'une à l'autre pendant 25 ans et que l'une sait que l'autre ment tout le temps, alors aucun mensonge significatif ne peut vraiment réussir parce qu'il n'y a pas de confiance. Avec le président Trump, le fait qu'il mente ne change pas grand-chose. Cela ne lui rapporte rien. Et parce que certaines personnes pensent parfois qu'il croit vraiment ce qu'il dit, cela donne l'impression qu'il n'a pas toutes ses cartes en main. La Russie devient maintenant une composante importante de la situation pour deux raisons. La première question est l'implication de la Russie dans la guerre.
Il y a eu beaucoup de bruit dans les médias selon lequel les Russes fournissent du renseignement à l'Iran pour l'aider à frapper des cibles américaines. Il est raisonnable de supposer que cela se produit. Il est également raisonnable de supposer que les Chinois font la même chose parce qu'ils craignent que l'Iran puisse être vaincu. Les États-Unis font exactement la même chose en Ukraine. La question est donc l'ampleur de l'implication russe et la façon dont cette guerre affecte la guerre en Ukraine. Cette guerre est une excellente nouvelle pour les Russes. Premièrement, elle signifie que les États-Unis gaspillent dans ce combat des actifs précieux qu'ils pourraient autrement donner aux Européens ou permettre aux Européens d'acheter pour les donner aux Ukrainiens. Il ne fait aucun doute que cela nuit aux efforts de l'Ukraine sur le champ de bataille, parce que les États-Unis dépensent d'énormes quantités de munitions dans ce combat. Des systèmes Patriot, des systèmes TAJA et d'autres équipements similaires sont utilisés. Les États-Unis font également venir des systèmes THAD et Patriot d'Asie de l'Est vers le Moyen-Orient, ce qui signifie qu'ils affaiblissent leur dissuasion contre la Chine et leur politique d'endiguement vis de la Chine. Les Russes comprennent parfaitement que cela aura des effets délétères pour les Ukrainiens. De plus, les États-Unis et l'Occident travaillent d'arrache-pied pour infliger des souffrances à l'économie russe. Cette guerre va produire l'effet inverse. Si le flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe Persique est fortement réduit, la demande pour le pétrole et le gaz russe augmentera. Il existe déjà des signes montrant que les États-Unis sont disposés à permettre à l'Inde d'acheter davantage de pétrole aux Russes parce que l'Inde souffre de la coupure dans le Golfe. Sur le plan économique, c'est une excellente nouvelle pour la Russie. Sur le plan du champ de bataille, c'est aussi une excellente nouvelle. De ce point de vue, c'est un gain net pour les Russes. Quant à savoir ce que les Russes font pour aider les Iraniens, c'est difficile à dire. Il semble assez clair que les Russes fournissent du renseignement aux Iraniens et que ce renseignement aide les Iraniens à mener la guerre. Cela limite ce que les Américains et les Israéliens peuvent faire pour se défendre contre les missiles balistiques iraniens. Cela se produit presque certainement. Il ne serait pas surprenant non plus qu'à un moment donné, si l'Iran a besoin de pétrole, les Russes lui fournissent du pétrole ou du gaz. Il est difficile de savoir avec certitude ce qui se passe à ce sujet, mais c'est une autre possibilité. Il ne serait pas non plus surprenant que la Russie ait fourni certaines armes avant la guerre et continue d'en fournir pendant la guerre. Ce qu'elle fournit exactement en termes de quantité et de qualité est difficile à savoir. Il ne serait pas surprenant que les Russes et les Chinois aident tous deux les Iraniens. Les deux pays ont un intérêt profond à voir l'Iran vaincre les États-Unis et Israël dans cette guerre. Si l'on jouait la main de la Chine ou celle de la Russie, on voudrait voir les États-Unis subir une défaite humiliante dans leur combat contre l'Iran. Les incitations pour la Russie et la Chine à aider l'Iran sont fortes. Ce qu'elles font exactement est difficile à dire, mais il semble qu'elles aident, surtout dans le domaine du renseignement, et cela complique le problème américain. Un autre avantage pour les Russes est que cela pourrait améliorer leur image en Iran. Si l'on prend du recul et que l'on regarde les siècles passés, les Iraniens et les Russes ont eu plusieurs guerres derrière eux. Les Iraniens ont toutes les raisons du monde de se méfier aussi des Russes. C'est donc une bonne occasion pour les Russes d'être perçus comme un sauveur plutôt que comme un ennemi ou comme quelqu'un qui pourrait poignarder l'Iran dans le dos au moment le plus critique. L'Europe a également réagi de manière très étrange. L'Union européenne apporte son plein soutien, du moins sur le plan rhétorique. Merkel semble maintenant se positionner comme l'homme de Trump numéro 1, appuyant tout ce que Trump veut faire. Les Britanniques sont aussi favorables. Au départ, ils ne voulaient pas envoyer d'armes, puis ils ont voulu en envoyer, mais Trump n'en voulait pas parce que selon lui, la guerre était déjà gagnée. Cela soulève la question de savoir comment comprendre la position européenne, quelle pertinence a la participation française et comment l'Europe est touchée par cette guerre. L'Europe s'est déjà coupée, ou aime dire qu'elle s'est libérée de l'énergie russe. Maintenant, les Iraniens libèrent l'Europe de l'énergie du Moyen-Orient. Il ne semble plus y avoir grand-chose qui puisse venir vers l'Europe. Les conséquences économiques pour l'Europe, si cette guerre s'intensifie et si certains des scénarios décrits plus tôt se réalisent, seraient catastrophiques. Les élites européennes le comprennent. Elles souhaiteraient profondément que cette guerre n'ait jamais commencé. C'est pas une guerre bonne pour l'Europe, mais comme c'est presque toujours le cas, les Européens font essentiellement ce que les Américains veulent qu'ils fassent. Ils cherchent à plaire aux Américains et soutiennent l'effort de guerre américain tout en refusant de condamner